Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peinture, photographie, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Marion Poirsondechonne, Entre spiritualité et laïcité, la tentation iconoclaste du cinéma 2016. Alain Deligne, chargé, l'idée de poids dans la caricature 2015. Laurent Julier dire, les films à voir cette semaine, stratégie de la critique de cinéma 2015. Chi Weilin, les images qui se suivent 2015. Christophe Triolet, le contrôle cinématographique en France. Quand le sexe, la violence et la religion font débat 2015. Philippe de Vita, Jean Renoir épistolier, fragments autobiographiques d'un honnête homme 2015. Carl Derisson, Blanche-Neige et les Sept Nains, la création du chef-d'œuvre de Walt Disney 2014. Florent Barrère, une espèce animale à l'épreuve de l'image. Essai sur le calmar géant. Seconde édition revue et augmentée, 2014. Noël Birch, Pierre Cast écrit 1945 à 1983. Suivi de Amende honorable, 2014. Anne Gillin, François Truffaut. Le secret perdu, 2014. L'Elleveil, Robert Bresson, Procès de Jeanne d'Arc. De la plume médiévale au cinématographe, 2014. Jusy Pisano dire, l'archive forme création mémoire histoire 2014. Isabelle PrATSTEFFEN, le cinéma d'Isabelle Coisset, figure du vide et du silence 2013. Aurélie Blot et Alexis Pichard, Coord, les séries américaines. La société réinventée 2013. Jim Lapin, la régulation de la télévision hertzienne dans les départements d'outre-mer 2013. Éric Costeix, Alain Resnais. La mémoire de l'éternité 2013. Remerciements. Nous souhaitons remercier les partenaires institutionnels qui ont contribué par leur aide financière et logistique à l'organisation du colloque Tim Burton Horreurs enfantines, l'Université Paris-Sorbonne Nouvelle, la Cinémathèque française et l'IRCAV. Nous remercions pour l'aide apportée à la publication de ce livre l'IRCAV, ainsi que la collection Champ visuel de l'Harmattan. Nous voulons remercier Bernard Benoliel, Jean-Pierre Bertin-Maguit, Nathalie Bourgeois, Laurent Creton, Éric Dufour, Vincent Deville, Laurent Julier, Barbara Lemaître, Alison McMahon, Raphaël Moine, François Thomas et Serge Toubiana. Notre gratitude va aussi à Daniel Pastor sans qui ce présent ouvrage n'aurait pas pu voir le jour. Préface. Une dame m'a écrit une lettre sincère assurant qu'il ne convient pas d'enseigner les contes de fées aux enfants, même s'ils sont vrais. Il est cruel, dit-elle, de raconter des contes de fées aux enfants parce qu'ils les effraient. Tous ces discours se basent sur un complet oubli de ce qu'est un enfant. Si l'on gardait les spectres et les lutins à l'écart des enfants, ils les inventeraient tout seuls. Un jeune enfant dans le noir est capable d'inventer plus d'enfer que Swedenborg. Un jeune enfant peut imaginer des monstres trop gros et trop noirs pour tenir dans une image, et leur donner des noms trop surnaturels et cacophoniques pour avoir été engendrés dans les hurlements d'un fou. L'enfant tout d'abord aime en général ce qui est horrible, et continue à se complaire à ce goût, même quand il n'en est rien. La peur ne naît pas des contes de fées, la peur naît de l'univers de l'âme. Difficile de parler de Tim Burton, l'enfant terrible de Callard, sans évoquer le rapport du cinéaste à l'enfance. L'enfant se décline sous toutes ses formes dans ses films. Enfant sage, enfant seul, sale gosse, enfant enfermé dans un corps d'adulte. C'est le même Burton qui pourtant a déclaré non sans provocation. Je ne connais pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant, et je n'aime pas la phrase garder son âme d'enfant, parce que ça fait attarder mental. Mais d'un autre côté on peut se demander, à quel moment se construit-on un imaginaire ? Et à quel moment devient-on qui on est ? L'époque actuelle, soucieuse de protéger une enfance souvent idéalisée,
l'oppose vigoureusement à la violence et à l'horreur. Ils sont nombreux, les parents qui, emmenant innocemment leurs enfants voir l'exposition Tim Burton, ont dû les éloigner avec horreur de telles images jugées trop violentes, avant de se plaindre du fait que ce n'était pas pour les enfants. À ces parents indignés, on pourrait rétorquer qu'ils ont du mal voir les films de Burton, où le macabre envahit l'univers enfantin et en détourne les symboles mièvres avec la même jubilation que Jack éventrant les jouets de Noël ou Catwoman souillant les murs roses de sa bonbonnière. Mais ne convient-il pas de dépasser cette opposition entre enfance et violence ? Nul besoin de lire Bettelheim pour savoir que le territoire supposément enfantin, celui des contes et des légendes, est lourd de symboles qui dépassent largement l'univers pastel auquel on a coutume de le réduire. Comme l'indique l'intitulé de ce recueil, qui fait suite à un colloque qui s'est tenu à la Cinémathèque française, c'est donc sous le signe de l'évidence davantage que du paradoxe qu'il s'agit d'étudier l'association entre enfance et horreur dans et autour de l'œuvre de Tim Burton. C'est bien cette manière d'accoler l'univers enfantin et l'horreur qui a valu au cinéaste de nombreuses frictions avec les comités de censure et autres associations familiales. Tim Burton n'idéalise pas l'enfance, qui est chez lui non seulement un creuset de possibilités, mais aussi le lieu de tous les traumatismes dans un monde fait de violence et d'agression. L'univers de ses premiers courts-métrages, Vincent 1982 et Frankenweenie 1984, fut jugé insolite et dérangeant. Il en ira de même pour les films suivants, L'étrange Noël de Monsieur Jack par exemple, qu'on déclarera trop effrayant pour les enfants. C'est que Burton s'insurge contre une vision fausse, édulcorée, de l'enfance, prenant en exemple ses propres souvenirs de jeunes spectateurs, peuplés de monstres de cinéma. C'est le rapport à l'enfance encore qui explique la prégnance des contes de fées venant nourrir la narration et l'esthétique des films de Burton, comme dans Édouard aux mains d'argent, dont le récit est lancé par la question posée par une petite fille sur l'origine de la neige, dans Big Fish, 2003, ou encore Alice au pays des merveilles, 2009, des films comme Beetlejuice, Sleepy Hollow et Les Noces funèbres apparaissant aussi comme les héritiers du conte fantastique. Tim Burton puise dans l'imaginaire collectif, mêlant contes merveilleux et contes fantastiques aux univers horrifiques de son enfance cinéphile. Cette association n'a rien d'étonnant pour quelqu'un qui avoue. Pour moi qui ne lisais jamais, ces films de monstres ont probablement été mes contes de fées. Burton rappelle fréquemment que les contes sont durs et cruels et s'étonne de la perception du public et surtout des adultes. Pour la plupart des gens, contes de fées signifie jolie histoire pour les enfants, ce qui n'est pas du tout la réalité. La plupart des films de Tim Burton entrent profondément en résonance avec les psychés enfantines et adolescentes. Mais si la violence et la cruauté y apparaissent si précieuses, c'est qu'elles sont chez Burton comme dans les contes dont il s'inspire archétypales. Le conte associe imaginaire et violence à une grande puissance symbolique. Il est porteur d'une forme de vérité, se construit sur une affaire familiale et pose des questions complexes comme la construction de l'identité, la sexualité ou l'intégration à la communauté, et cela de manière simple. Tim Burton explique ainsi son choix de la forme du conte de fées dans L'Édouard aux mains d'argent. J'ai toujours aimé les contes de fées qui offrent une image forte, graphiquement audacieuse, absurde parfois, tout en exprimant un état psychologique. Dans ce cas précis, ce fut celui d'un personnage en conflit avec lui-même qui voudrait toucher mais ne le peut pas, qui est à la fois créatif et destructeur. C'est donc la part d'ombre de l'imaginaire enfantin, que ce recueil a pour objet d'interroger à travers l'analyse de Tim Burton, de ses influences et de ses références. Car l'œuvre de Burton oscille en permanence entre les deux pôles du fantastique, depuis l'enchantement jusqu'au cauchemar le plus inquiétant. Les articles réunis ici examinent les rapports entre enfance et horreur suivant deux modes principaux, la subversion et la conjuration. Conjuration d'abord. L'enfance chez Burton n'est pas loin de là un univers apaisé, et la noirceur des œuvres fait écho à des inquiétudes fondamentales, réseau d'angoisse que la peur du noir et de l'obscurité reflète sans la résumer. Ainsi Florence Chéron revient-elle aux sources de l'univers burtonien, retraçant la genèse des traumatismes enfantins, de ces scènes d'anti-bonheur familial venues ensuite nourrir l'imagination grinçante du cinéaste. De même Vincent Baticle évoque-t-il les schémas narratifs burtoniens sous l'angle de la nécessaire régression vers une enfance troublée. On comprend alors, comme l'écrit Sébastien Denis, que films et dessins viennent jouer un rôle conjuratoire constituant des réactions à une angoisse fondamentale, à la censure parentale et sociale,
qu'ils ont pour mission d'apaiser, constituant une interface entre réel et imaginaire, une sorte de passage vers un inframonde. Il en va de même des costumes, analysés par Solène Béraud, les styles loufoques éclectiques des personnages de Burton constituant à la fois, comme les armures guerrières dont elles sont le substitut et la sublimation, le reflet et la conjuration de peurs enfantines enfouies qu'ils permettent peut-être de dépasser. Subversion ensuite. De l'Americana apaisé, d'abord, comme le constatent Pamela et Laïa, retraçant la manière dont le jeu des références et le croisement des univers viennent égratigner les représentations idéalisées d'un environnement apaisé. De l'univers de l'enfance, ensuite et surtout, comme l'analyse Cécile Carayol, à travers l'étude de L. d'effet boîte à musique, dans les bandes originales. La singularité de l'univers burtonien et le basculement de la douceur à la peur, du comique à l'horreur passent musicalement, par un effet de dissonance faisant brutalement chavirer la limpidité cristalline des mélodies enfantines. C'est à un même mécanisme de subversion de l'univers enfantin que s'intéresse Marie-Camille Bouchain-Dôme, lorsqu'elle détecte la récurrence du motif de la destruction jouissive des bibelots enfantins, transformant des fêtes joyeuses et édulcorées, Noël, en rituels chaotiques, Halloween, toujours jouissif mais plus inquiétant. Mais subversion, est-ce véritablement le bon terme ? Ou plutôt, la supposée subversion de Burton n'est-elle pas en fait inscrite d'emblée dans les œuvres sources auxquelles il va puiser ? L'étude des influences, au sens large de terreau culturel, s'impose pour un auteur aussi ouvertement tributaire d'œuvres antérieures qu'il a su se réapproprier et unifier, produisant ce patchwork qui, immanent ou élaboré après coup, co-construit dans l'esprit de spectateurs enthousiastes, en est venu à constituer sa marque de fabrique. C'est d'ailleurs à cette construction d'une image de marque Burton, autant qu'au plus traditionnel univers burtonien, que s'intéressent les articles de Laurent Julier et Jean-Marc Lèvrato et de Lucie Mérigeau. Cette problématique de l'image de l'artiste n'est décalée qu'en apparence par rapport à l'objet principal de ce recueil. Une relecture de l'œuvre de Burton passant par l'étude de tout ce qui a pu l'influencer dans la littérature et l'illustration destinée à la jeunesse, permet d'enrichir et de nuancer la vision d'un Burton subversif, se réappropriant souvent des œuvres joyeuses et oniriques pour les transformer en ses propres cauchemars. C'est donc à cette question des influences que tentent de répondre Vincent Baticle, Gilles Ménégaldo et François Fièvre, à travers l'exploration des origines de la poétique burtonienne. Vincent Baticle entrelace filiation freudienne et cinématographique dans les films de Tim Burton, analysant la récurrence de pères cinématographiques, comme Christopher Lee ou encore Charlton Heston qui hantent littéralement l'univers burtonien. Gilles Ménégaldo rappelle que le cinéma de Tim Burton entretient un rapport référentiel au fantastique, mobilisant sans cesse motifs et décors de films antérieurs, aisément repérables, comme par exemple les allusions à des scènes de films de la Hammer. Comme le montre son analyse du mythe de Frankenstein, la richesse intertextuelle des films de Tim Burton et l'inventivité de la réutilisation des références constituent un objet d'étude inépuisable. Plus qu'un alchimiste solitaire subvertissant les univers joyeux en cauchemars grinçants, Burton est l'héritier avoué d'une tradition de l'obscurité qui lui préexistait très largement. Il lui emprunte une iconographie à la fois inquiétante et évocatrice. Ainsi, François Fièvre, désireux de ne pas limiter le terreau d'influence à la sphère cinématographique, retrace-t-il la généalogie de l'imaginaire burtonien, en le replaçant dans la lignée des illustrateurs de littérature pour jeunesse et en le ramenant aux universaux de l'enfance, en particulier la peur du noir. Héritier de procédés formels comme ceux issus du théâtre d'ombre, Burton est également tributaire de motifs tels que celui de la forêt obscure ou encore de l'enfant terrible aux cheveux en bataille dont on aurait tort de lui attribuer l'unique paternité. Plus largement, il reprend une tonalité mi-absurde, mi-grinçante, celle du nonsense et emprunte à certains micro-récits leur tonalité macabre tout en gommant bien sûr leur portée édifiante. Si Burton est subversif, il ne l'est donc pas tout seul. Héritier plus, ou tout autant qu'inventeur, il s'inscrit dans une tradition de littérature pour les enfants particulièrement violente, particulièrement riche dans l'histoire de la littérature enfantine anglo-saxonne, même si elle est considérée comme marginale. Plus encore, Disney n'apparaît pas comme un accident de parcours sur le chemin de l'étudiant de Callard. Comme l'enfant de Charlie et la chocolaterie, Burton, fils prodigue de Disney, a plus en commun avec son père qu'il ne le pense,
la tradition s'est poursuivie de manière ininterrompue, depuis l'imaginaire romantique jusqu'à Gustave Doré, en passant par le Blanche-Neige inquiétant de 1937. Plus qu'en termes de frontières et d'opposition tranchée, que ce dernier s'est empressé d'ailleurs de nier en retravaillant avec le studio Disney, il convient de penser en pont et en passage. Beaucoup d'éléments de l'univers de Burton semblent issus du monde Disney, mais une fois de plus, vus au travers d'un prisme expressionniste et gothique. Plus qu'à des oppositions tranchées, auteur versus copiste, Disney versus Poe, conte versus horreur pour adultes versus pour les enfants, ce recueil a ainsi pour but, loin des jugements à l'emporte-pièce mais aussi des entreprises marketing hâtivement déguisées en démarche hagiographique, de dessiner en filigrane les dialectiques subtiles qui sous-tendent une œuvre fascinante sans engommer les contradictions. Peut-on, en se libérant de l'image de l'artiste génial, unique inventeur, image relativement récente et dont paradoxalement Burton est à la fois la victime et le produit, remettre un imaginaire en perspective sans en détruire la magie, comme Jack éventre avec jubilation les joujoux de Noël? C'est le pari des textes qui vont suivre. Mélanie Boissonneau, Bérénice Bonhomme, Adrienne Boutan. Tim Burton et les arts. Dans l'ombre échevelée de la forêt des contes absurdes, Tim Burton et la tradition du livre illustré pour la jeunesse. François Fièvre. Résumé. Tim Burton est reconnu pour la richesse de l'univers visuel de ses films, mais c'est aussi un dessinateur dont l'imaginaire, tant dans ses films que dans son livre illustré The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories, se fonde sur un travail iconotextuel dont les modèles peuvent notamment être cherchés dans la tradition du livre illustré pour la jeunesse. Édouard Gorey, mais aussi, entre autres, Heinrich Hoffmann, John Tenniel, Arthur Rackham ou Édouard Lear. Abstract. Tim Burton is well known for the richness of the visual universe of his movies, but is also a graphic artist whose imagination, in his movies or in his illustrated book The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories, is based on an iconotextual work whose models may be found in the children's illustrated books tradition. Édouard Gorey of course, but also, among others, Heinrich Hoffmann, John Tenniel, Arthur Rackham or Édouard Lear. François Fièvre, docteur en histoire de l'art, Université de Nantes, est spécialiste de l'histoire du livre illustré anglais du XIXe siècle. Il est chercheur associé au laboratoire Intrus, Université de Tours. Il est l'auteur de 2 livres, l'un tiré de sa thèse, Le conte et l'image. L'illustration des contes de Grimm en Angleterre au XIXe siècle, Tours, PUFR 2011, l'autre d'un projet ANR auquel il a contribué, la maison Mayme à Tours, Milan, Silvana. Ses recherches portent essentiellement sur l'illustration, William Blake, Walter Crane, Arthur Rackham, Gustave Doré, et ses rapports avec la littérature, notamment de jeunesse, Grimm, Perrault, Barry, mais aussi sur l'histoire du livre, de l'édition et de la typographie. L'un des apports majeurs de Tim Burton, selon Antoine Debac, est d'avoir délaissé la mise en scène au profit de la création ex nihilo d'un univers produit par son imagination fertile. Par provocation, on pourrait dire que Tim Burton est davantage accessoiriste que metteur en scène, décorateur que cinéaste, maquilleur que dramaturge. Il le revendique, et en fait même, le cœur de son projet cinématographique. D'autres témoignages abondent dans ce sens, qui font de Tim Burton un cinéaste davantage doué pour ses effets visuels et ses talents de décorateur que pour la puissance de ses scénarios ou la justesse de sa direction d'acteur. S'il est difficile en effet, de lui refuser une imagination fertile, on peut néanmoins légitimement se demander d'où celle-ci tient sa fécondité. Quels engrais culturels sont-ils venus nourrir l'imagination burtonienne, et puisqu'il s'agirait avant tout d'un cinéaste visuel, quelles images ont-elles nourri son imaginaire ? Beaucoup a été dit et écrit sur sa passion pour les films d'horreur de la Hammer, particulièrement ceux avec Vincent Price, ou bien sur la filiation qui le lierait au cinéma expressionniste. Aussi nous semble-t-il intéressant de déplacer quelque peu le regard, de l'éloigner du 7e art, et de rappeler que l'entrée de Tim Burton dans le cinéma s'est faite par le cinéma d'animation, et donc par le dessin. L'exposition du Metropolitan Museum of Art que la Cinémathèque française a accueillie en 2012 nous rappelle également que Tim Burton, en plus d'être un cinéaste, est aussi et peut-être avant tout un artiste plasticien dont l'imaginaire, tant dans ses films que dans ses autres œuvres comme son livre illustré The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories,
se fonde sur un travail graphique et littéraire dont les modèles sont aussi à chercher dans le médium du livre illustré et de l'album pour la jeunesse. On a souligné, si tant est que ces deux artistes puissent être considérés comme appartenant au champ de l'édition pour la jeunesse, l'importance d'auteurs illustrateurs comme Édouard Gorey ou Charles Addams dans la jeunesse du monde burtonien. Mais il convient de remonter plus loin dans le temps comme dans l'espace. On peut voir dans certains exemples du livre illustré européen pour la jeunesse du XIXe siècle, sinon quelques-uns des modèles qui ont directement façonné l'imaginaire macabre et fantastique de Burton, du moins quelques-uns des ancêtres qui ont pu contribuer à la popularisation des clichés gothiques et monstrueux dont le réalisateur californien a su s'emparer. Il ne s'agit donc pas d'établir une liste raisonnée des influences directes de Tim Burton, mais bien de procéder à une sorte de généalogie des images dont il serait l'héritier, volontairement ou non. Nous essaierons néanmoins de donner quelques pistes historiques, quand nous les avons, afin de déterminer si Tim Burton a connu ou pu connaître les livres ou les illustrateurs dont nous parlerons. Notre essai n'étant pas historique, sa structure est relativement libre et son organisation thématique. Par ailleurs, il ne prétend pas à l'exhaustivité, la richesse de l'œuvre de Burton comme l'ampleur historique de la littérature illustrée pour la jeunesse ne permettant pas une étude systématique dans l'espace d'un article. Dans l'ombre. Face à tout projet, Burton réagit en le rapportant à l'enfance, c'est une constante chez lui. Et ses projets ayant très souvent partie liée avec le monde de l'horreur et du macabre, il peut être intéressant de rapporter son art à la première peur de l'enfance, la peur du noir, de l'inconnu qu'elle symbolise et des créatures qui l'habitent. Quelle est la meilleure figuration possible de cette peur du noir, et de ce qui s'y tapit que l'art des ombres? Devenu un cliché du film d'horreur, la figuration du monstre par son ombre tire probablement son origine au cinéma des films expressionnistes, comme le Nosferatu de Murnau, 1922, ou encore le cabinet du docteur Caligari de Robert Vineux, 1920. L'art des ombres a toutefois une histoire plus ancienne, qui remonte aux origines de l'art pictural, et dont le renouveau moderne et occidental a lieu au XVIIIe siècle, en pleine période des Lumières. C'est là que naît l'art des silhouettes, inspiré en grande partie du théâtre d'ombre oriental, où l'on coupe l'ombre de son référent pour n'en garder que la part obscurcie. Dans l'art de la silhouette ne subsiste plus que l'empreinte, ce en quoi elle n'est plus tout à fait une ombre. Cet art est alors notamment pratiqué dans le genre du portrait. On laisse à la personne aimée une image de soi, plus fruste mais portant, contrairement à l'image mimétique du portrait traditionnel, comme une trace du modèle originel, fonction d'empreinte que viendra bientôt relayer au cours du XIXe siècle la photographie. À la fin du XIXe siècle, sa fonction d'empreinte ayant largement perdu de son impact avec la démocratisation de la photographie, l'art des silhouettes renoue avec sa tradition théâtrale et narrative, notamment à Montmartre avec les célèbres spectacles du chat noir dessinés par Carandache, mais aussi dans le domaine du livre illustré. Au début du XXe siècle, l'illustrateur anglais Arthur Rackham utilise de manière systématique ce procédé des silhouettes pour illustrer des contes de fées comme La Belle au bois dormant, 1920, ou Cendrillon, 1919. Mais l'une des premières occasions pour Rackham d'illustrer des contes en silhouette peut être datée de 1900 avec les contes de Grimm. Ainsi à l'intérieur du recueil pour les contes, Les musiciens de la ville de Brême ou L'Oie d'or. Arthur Rackham, illustration pour Grimm Fairy Tale 1900 The Bremerton Musicians. The Golden Goose Call. François Fièvre. L'imagerie ne semble pas particulièrement effrayante, et pourtant. L'épisode du conte des musiciens de la ville de Brême, représenté ici est celui où, cherchant un abri pour la nuit et voyant une maison occupée par des brigands, l'âne, le chien, le chat et le coq décident de les faire fuir en se mettant l'un sur l'autre, en faisant de la musique, c'est-à-dire en criant, et en se jetant tous par la fenêtre. Épisode effrayant si l'on se place du point de vue des brigands. En entendant ces cris terrifiants, les voleurs bondirent de leurs chaises croyant que c'était un esprit qui venait d'entrer dans la pièce et s'enfuirent effrayés dans la forêt. De son côté, le récit L'Oie d'or raconte l'histoire d'un fils cadet, l'idiot des contes, qui rencontre dans la forêt un petit homme gris qui lui demande s'il veut bien partager son repas avec lui. L'idiot accepte, alors que ses deux frères aînés avaient refusé et pour châtiment de leur égoïsme s'étaient blessés eux-mêmes avec leur hache en coupant du bois, ce qui n'arrivera bien sûr pas au cadet qui se trouvera au contraire récompensé de sa générosité,
le vieil homme gris lui indiquant quel arbre abattre pour trouver un trésor, une oie avec des plumes en or pur. Ce qui est représenté ici par Rackham n'est donc pas seulement la rencontre avec un vieil homme gris dans la forêt, mais la rencontre avec un esprit des bois particulièrement dangereux, puisqu'il est à l'origine du châtiment violent imposé aux deux frères égoïstes. Cette impression de danger est bien mise en valeur par Rackham dans le dessin qu'il fait de l'arbre que le vieil homme lui indique comme à abattre. Un vieil arbre qui fait comme un écho au vieil homme et dont les branches tortueuses forment des bras menaçants qui surplombent la scène. Arthur Rackham, illustration pour Charles Evans, La Belle au bois dormant 1920 Col. François Fièvre. Dans La Belle au bois dormant également 1920, Rackham fait alterner des ombres élégantes et légères qui n'ont pas d'autre effet esthétique que celui de rappeler l'imagerie rococo des silhouettes du XVIIIe siècle, mais aussi des silhouettes menaçantes comme celle de la vilaine fée qui, recluse dans sa tour, sera à l'origine de la malédiction de la Belle endormie. Arthur Rackham, illustration pour Charles Evans, La Belle au bois dormant 1920 Col. François Fièvre. Ou plus tard dans le conte, celle d'un des nombreux prétendants qui essayent vainement de pénétrer les broussailles acérées qui entourent le château assoupi. Arthur Rackham, illustration pour Charles Evans, La Belle au bois dormant 1920 Col. François Fièvre. Les silhouettes empruntent donc à la fois à un imaginaire archaïque, désuet, qui en Occident renvoie à l'imaginaire visuel du XVIIIe siècle, et à un imaginaire effrayant, terrible et angoissant, où la monochromie du noir permet de renforcer le caractère angoissant de figures aux traits indistincts. Il est de ce point de vue intéressant que Tim Burton reprenne, dans le générique de Sleepy Hollow 1999, l'imagerie des silhouettes. Elle lui permet à la fois d'ancrer chronologiquement son récit dans le XVIIIe siècle et de l'annoncer comme un récit effrayant. Tim Burton, Sleepy Hollow 1999, générique d'ouverture. L'une des scènes les plus réussies de ce point de vue dans Sleepy Hollow est celle où toute la famille Killian, hommes, femmes et enfants, se fait décapiter par le cavalier sans tête. La soirée avait commencé de manière calme, au coin du feu, et le jeune Killian était parti dans sa chambre pour allumer une lanterne vive projetant des formes lumineuses de sorcières et de chats démoniaques sur les murs, simple inversion de l'art des silhouettes, dynamisée par la rotation de la lampe qui fait évoluer les formes tout autour de la pièce. C'est dans cette pièce que le cavalier sans tête viendra tuer la mère devant les yeux de l'enfant. Significativement, seul le moment où la mère attend le coup qui va la battre est montré à l'écran, mais des ombres effrayantes ne cessent de venir l'assaillir, emplissant la pièce comme pour lui interdire tout espoir d'en réchapper. Tim Burton, Sleepy Hollow, 1999, scène du meurtre des Killian. Tim Burton réutilise donc le vocabulaire graphique du livre illustré de silhouettes, qui connote à la fois une période archaïque d'avant la période moderne, le XVIIIe siècle, et la peur et la terreur des ombres dont on ne parvient à distinguer les traits. Le cinéaste doit-il son inspiration à l'art d'Arthur Rackham, ou bien plutôt au film de silhouette tel qu'il existe depuis Lotte Reiniger ? Il existe bien d'autres illustrateurs qui ont usé du principe des silhouettes, y compris de manière effrayante ou pseudo-effrayante, comme le Dr Seuss par exemple, l'une des rares lectures d'enfance avouées de Tim Burton, et dont l'album The Shape of Me and Other Stuff, 1973, fait se côtoyer des formes bien innocentes aux côtés d'autres qui empruntent aux figures imposées de l'objet de terreur, la toile d'araignée, le monstre, etc. S'il est certain que Tim Burton connaît l'art de Rackham étant donné que la maison dans laquelle il vit à Londres a été celle de l'illustrateur, la question subsiste de la période de sa vie où il a rencontré son œuvre. Peut-être durant son cursus à CalArts, où le futur cinéaste a assisté à de nombreux cours d'histoire de l'art. Probablement un peu plus tard au studio Disney, où un certain nombre de livres illustrés par Rackham faisaient partie de la collection ramenée par Walt Disney dans ses studios en 1935 pour servir de source d'inspiration pour les animateurs. Cette collection n'a été dispersée qu'en 1982. Le jeune animateur Tim Burton, qui faisait ses premières armes chez Disney à l'automne 1979, y a-t-il eu accès ? Le plus simple serait de poser la question à l'intéressé, mais l'essentiel n'est pas là. Il s'agit de montrer que l'art des silhouettes n'est pas seulement cinématographique, mais qu'il occupe également une place de choix dans le domaine de l'illustration. Ainsi, Tim Burton est l'héritier d'une longue tradition, dont Rackham n'est lui-même qu'un maillon parmi d'autres,
quand il se plaît à faire peur dans des silhouettes monochromes aperçues à l'horizon, derrière un écran d'arbre. Échevelé. L'image que Tim Burton veut donner de lui-même est souvent celle d'un marginal, d'un excentrique, qui s'habille en noir et est mal coiffé pour se démarquer dans un monde, le cinéma hollywoodien, qui serait trop polissé et trop souriant. Ses habitudes vestimentaires et capillaires se retrouvent bien entendu dans certains de ces personnages auxquels il s'est particulièrement identifié, comme Édouard aux mains d'argent dans le film du même nom, 1990. Ce faisant, il reprend non seulement les codes post-punk de la Cold Wave des années 1980, on pense aux coupes de cheveux de Robert Smith de The Cure ou encore à Susie and the Banshees, mais aussi et sans doute sans le vouloir, toute une imagerie de l'enfant sale et méchant, du mauvais garnement, qui remonte au moins aux livres illustrés des années 1830. L'invention de l'enfant terrible dans le livre illustré a fait l'objet d'un article approfondi par Ségolène Lemaine, qui montre l'invention de ce type à la fois visuel et narratif dans les aventures de Jean-Paul Chopard, roman pour enfants de Louis Desnoyers, 1832, aujourd'hui inconnu, mais qui au XIXe siècle a connu de nombreuses éditions illustrées, dont une en 1836 par Daumier, célèbre caricaturiste de l'époque. À l'enfant idéal du romantisme, figure de l'innocence et de la bonté candide, la génération désenchantée du milieu du XIXe siècle oppose la figure à la fois plus ironique et plus réaliste de l'enfant terrible, qui trouve son modèle le plus abouti, mais aussi le plus marqué idéologiquement, en 1845 avec le personnage inventé par Heinrich Hoffmann, Struwwelpeter, soit en français Pierre L', ébouriffé, traduction de Trim en 1860, ou encore Crastignas, traduction de Cavana en 1979. Struwwelpeter est un gamin mal peigné, qui tient son surnom de sa tignasse invraisemblable. Heinrich Hoffmann, Der Struwwelpeter 1845. Licence CC, Wikimedia Commons. Il arbore également des mains sales, des ongles longs formant des griffes, et une chevelure impressionnante, dont le caractère ébouriffé connote la sauvagerie du personnage. Posé sur un socle, de face, bras et jambes écartés, les armes de sa mise au pilori sont les ciseaux et le peigne, et les quelques vers qui y sont inscrits désignent assez bien son crime. Regardez un peu, le voici. Pierre l'ébouriffé. Fi. Quand on veut lui peigner la tête. Le sale dit non et sans tête. À ne pas se laisser tailler. Les ongles, un an tout entier. Oh. Vilain Pierre, oh sale Pierre. Il devrait se cacher sous terre. Comment ne pas penser, en voyant cette figure ébouriffée aux ongles longs, mal fagotée et associée à ce symbole des ciseaux, à la grande figure burtonienne d'Édouard aux mains d'argent, qui tient lui aussi son nom de l'un de ses attributs, les ciseaux qui remplacent ses mains. Pierre comme Édouard sont des figures servant de repoussoir. Mais là où le propos d'Hoffmann est de présenter, comme au pilori, de mauvais garnements comme des mauvais exemples, afin d'éduquer les enfants en creux, à partir d'un contre-modèle, Tim Burton, de son côté, subvertit cette dimension pédagogique en faisant des ciseaux censés ramener Pierre l'ébouriffé à l'état d'enfant civilisé, l'instrument même de création de son héros, dont la coupe de cheveux devient une marque d'originalité plutôt que d'incivilité. Les deux figures d'enfants sauvages ne sont donc pas du tout traitées de la même manière, que ce soit d'un point de vue narratif ou moral, mais leur proximité symbolique est telle qu'on est en droit de penser que Tim Burton, quand il a créé son personnage, devait certainement connaître ce livre qui a fait l'objet de centaines d'éditions depuis le XIXe siècle et a été traduit dans de nombreuses langues, en langue anglaise dès 1848. Deux autres points sont à souligner sur l'importance de Struwwelpeter dans l'œuvre de Burton. Le premier est que Pierre l'ébouriffé n'est que l'un des vilains petits diables inventés par Hoffmann, et que son histoire est accompagnée d'autres récits en vers, celui de la petite fille qui, à force de jouer avec les allumettes, finit brûlée vive, ou encore celui des petits garçons qui se moquaient du petit noir et qui finissent trempés dans l'encre par le grand Nicolas pour leur apprendre à se moquer des autres, où l'on retrouve nos silhouettes, etc. Der Struwwelpeter, die Gartrorische Geschichte mit dem Feuerzeug. Licence CC, Wikimedia Commons, RE_E_D. 1917. Autant d'histoires pédagogiques sur fond de violentes réprimandes. Sans doute tient-on encore ici l'une des sources à laquelle Tim Burton est venu s'abreuver pour écrire son macabre The Melancholy Death of Oyster Boy et Other Stories, où l'on croise un garçon brindille qui se brûle à la flamme d'une jeune fille allumette,
un garçon avec des clous dans les yeux qui décore de ce fait très bizarrement son sapin de Noël, etc. Le propos éducatif d'Hoffman a disparu, et la violence infligée au petit personnage de Burton semble très largement gratuite, ce qui lui donne son caractère dérangeant, de même qu'au Gashly-Crumb Tiny d'Edward Gorey dont Burton s'est aussi beaucoup nourri pour écrire son recueil, sorte d'abécédaire d'enfants mourant tous de manière aussi horrible que gratuite et injustifiée. G pour George étouffé sous un épais tapis. N pour Norman frappé d'un ennui trop profond, et ainsi de suite. Il existe donc une tradition de littérature pour les enfants particulièrement violente, même s'il est vrai qu'elle n'est pas la plus répandue, et que le caractère gratuit des brutalités que Gorey ou Burton infligent aux enfants fait que leur œuvre ne tombe de fait que plutôt rarement dans leurs mains. Il s'agit alors d'une littérature illustrée qui affecte les formes de la littérature pour la jeunesse, pour mieux s'en démarquer de manière à la fois macabre et poétique. La forme de l'abécédaire qu'utilise Gorey, ou celle de la petite histoire en vers employée par Burton, suffisent à marquer la dette contractée à l'égard de la littérature enfantine anglo-saxonne. Le deuxième point est que le caractère échevelé peut vouloir signifier non seulement un tempérament sauvage, incontrôlable, mais parfois aussi diabolique. Le caractère ébouriffé se retrouve au moins chez 3 autres personnages malfaisants de Burton: Beetlejuice, le cavalier de Sleepy Hollow, et Sweeney Todd. Plus que le caractère farfelu ou fantaisiste, mais malgré tout sympathique, d'une coiffure de savant fou à la Einstein ou à la Doc, dans Back to the Future, 1985, c'est ici le cliché du diable échevelé qui est repris pour signifier la bestialité, la colère, la pulsion incontrôlée, manière de souligner peut-être que les petits diables, quand ils grandissent, peuvent devenir vraiment dangereux. De la forêt des contes. La forêt des contes est un espace de nature sauvage, où ont lieu les aventures, les bonnes ou les mauvaises rencontres du héros ou de l'héroïne. C'est là que le petit chaperon rouge rencontre le loup par exemple. C'est aussi le lieu de l'errance, où les enfants comme le petit Pousset ou Hansel et Gretel peuvent être abandonnés par des parents trop pauvres. C'est enfin le lieu de passage vers l'autre monde. C'est à travers une forêt de ronces impénétrables que le prince va chercher la belle au bois dormant, ou après sa fuite éperdue dans la forêt que Blanche-Neige rencontre les 7 nains. Si l'on reprend les très célèbres illustrations de Gustave Doré pour les contes de Perrault, on se rend compte que la forêt y tient une part non négligeable. Non seulement dans le petit chaperon rouge, où la rencontre avec le loup génère son lot d'inquiétude du fait de la taille et de l'allure menaçante du prédateur, mais surtout dans le petit Pousset, où l'illustrateur s'attarde longuement sur l'épisode de l'errance dans la forêt. 5 illustrations sur 10 y sont consacrées, insistant à chaque fois sur la petitesse des enfants par rapport au caractère sombre et immense des frondaisons sous lesquelles ils ont été perdus par leurs parents. Gustave Doré, illustration pour les contes de Perrault, xylographie 1861, Le Petit Pousset. Licence CC, Wikimedia Commons. Ce faisant, Doré reprend dans l'univers des contes les rêveries romantiques d'un Caspar David Friedrich autour de l'image d'une forêt sombre et angoissante, au sein de laquelle l'homme n'est pas nécessaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.